Et je me dis, mais en fait, on est là, on est 40 clampins sur un vieux rafio qui a 50 ans d'âge, en plein milieu d'un sanctuaire baleinier antarctique au bout du monde, à affronter les 40e rugissants, les 50e hurlants, pour essayer de sauver ces baleines qui sont protégées. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Les institutions, ceux qui ont signé sauver les bébés phoques, sauver les baleines, sauver le désert blanc, la main sur le cœur. Quand ils voient les Japonais ou d'autres pays aller chasser, aller pêcher dans des zones censées être des sanctuaires, ils font quoi? Ils vont aux Nations Unies, ils tapent sur la table en disant « Oh là là, c'est pas bien, Japonais, c'est pas bien ». Ouais, c'est ça. Ils mettent des amendes, comment ça se passe? Non, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanctions. Alors que dans la Commission baleinière internationale, c'est l'institution qui régule justement la chasse baleinière, il y a des sanctions économiques prévues pour ceux qui violent le moratoire. Jamais aucun pays n'a voulu mettre en place de sanctions économiques contre le Japon. Quel type de sanctions et quel volume ça représente combien? Alors, je n'ai pas les détails, mais je sais que le système de sanctions économiques peut se faire. Notamment, par exemple, c'est ce qui est fait contre le Mexique, par exemple, sur la question des crevettes, parce qu'il y a des vaquitas, une espèce de marsouin protégé sur lequel le Mexique ne fait pas le job. Il y a eu des sanctions économiques qui ont été prévues contre le Mexique, donc avec une sorte d'embargo sur l'achat des crevettes. Donc il y a des embargos et des sanctions économiques qui peuvent se faire, sauf que personne n'a jamais voulu le faire contre le Japon. Et donc, tu as tous les ans les pays comme la France, notamment, qui disent nous regrettons profondément que le Japon s'entête à retourner chasser en Antarctique. Voilà. Et donc moi, quand je vais en Antarctique la première fois... On prendrait bien un petit sushi. Limite, c'est ça. Bah oui, autour d'un petit buffet de sushi. Et en fait, quand je vais en Antarctique la première fois, je me souviens que vraiment, pour le coup, c'est un peu une douche froide parce que tu es dans un environnement qui est complètement dingue. Tu vois des baleines, en l'occurrence, moi c'était la première fois de ma vie que je voyais des baleines. Donc déjà, quand tu vois des baleines dans un contexte normal, c'est époustouflant, il y a quelque chose de magique, ou alors c'est que tu es mort à l'intérieur. Et en fait, tu les vois, et en même temps, tu sais qu'elles sont traquées par des baleiniers. Et je me dis, mais en fait, on est là, on est 40 clampins sur un vieux rafio qui a 50 ans d'âge, en plein milieu d'un sanctuaire baleinier antarctique au bout du monde, à affronter les 40e rugissants, les 50e hurlants, pour essayer de sauver ces baleines qui sont protégées. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Et on est obligé de couper le carburant à bord couper le chauffage à bord pour gratter une semaine de plus. Tu vois, on dort avec des bouillottes. Et je me dis, mais c'est délirant. En fait, c'est complètement délirant. C'est ça la situation, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée en France de cette campagne-là, j'ai créé Sea Shepherd en France. Parce que je me suis dit, mais en fait, les gens doivent savoir ça. C'est pas possible. Les journalistes, ils vous aident un peu ou pas du tout? J'aimerais bien que les journalistes ils s'intéressent autant à nous qu'ils peuvent s'intéresser à Brad Pitt ou Kim Kardashian. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, je suis pas prête à tout non plus, Mais tu sais, Paul a dit une fois, et si je dois coller le message il faut sauver l'océan sur le cul de Kim Kardashian pour que tout le monde s'y intéresse, je le ferai, quoi. Bon, c'est dégradant. C'est terrible, mais on en est là, en fait. Donc, il y a des journalistes qui en parlent, il y en a qui s'y intéressent, mais c'est tellement à des années-lumière de ce que ça mériterait. Tu vois, en fait, moi j'ai l'habitude de dire que l'écologie, on appelle ça l'écologie, mais c'est la plus grande cause humanitaire au monde, parce qu'il s'agit de la survie de 8 milliards d'êtres humains et de leur descendance. En fait, si on a perdu ça, on a tout perdu. Ça sert à rien de lutter contre le cancer ou de lutter contre quoi que ce soit d'autre si on est dans un effondrement du vivant. Aujourd'hui, c'est l'effondrement du vivant, la première menace. On parle beaucoup du changement climatique, c'est un vrai souci. Mais c'est d'abord et avant tout l'effondrement du vivant qui nous menace. Et c'est uniquement dû à nous. C'est-à-dire qu'on est une bande de... Tu ne parles même pas de réchauffement climatique. Je ne parle même pas de réchauffement climatique. Je parle de ce qu'on appelle la biodiversité. Moi, j'aime pas ce terme parce que ça nous exclut. Moi, je parle du vivant, en fait, dont nous faisons partie. On est la plus grande force de destruction du vivant que cette planète ait jamais connue. C'est nous. C'est terrible, quand même. Tu vois, donc on est bien... Il y a eu la météorite. Et on est pire que la météorite. Parce qu'en fait, on a enclenché la 6e crise d'extinction massive qui est encore plus rapide que la 5e qui a été déclenchée par la météorite. On est pire que des catastrophes nucléaires, on est pire qu'une météorite. On est pire que ce qui a déclenché l'extinction des dinosaures. Tu vois, et c'est la première fois, surtout c'est la première fois dans l'histoire de cette planète, qu'il y a une espèce, une seule,
qui se rend responsable d'une crise d'extinction massive. Donc aujourd'hui, dans l'histoire de cette planète, malgré toutes les crises qu'elle a connues, la plus grande crise d'extinction du vivant, c'est nous. C'est le petit primate que nous sommes. Tu vois ? Et en fait, on est super fiers de tout ce qu'on a pu faire. C'est vrai qu'on fait des trucs géniaux, hein. On écrit des poèmes, des chansons, on est capable de... Voilà, cette technologie-là, c'est super. Sauf qu'en fait, on est en train de détruire la vie, on est en train de se détruire nous-mêmes. Et donc quand on dit, mais finalement, nous, ça va quand même, parce que voilà, on est 8 milliards, etc. En fait, tu sais, il y a 3 signes avant-coureurs d'extinction d'une espèce. Tu as l'explosion démographique, l'occupation de toutes les niches écologiques et la surexploitation des ressources. Donc en fait, là, quand on se regarde, on est en train de regarder une espèce en voie d'extinction. Tu vois ? Et en fait, je pense aussi qu'il y a une énorme... Là, parce que là, je te parle que de biologie. Tu vois, je te parle d'écosystème, je te parle de... Quand on dit si l'océan meurt, nous mourrons, c'est parce que, très clairement, c'est l'océan qui régule le climat, justement. Tu vois, c'est le premier puits de carbone, c'est le phytoplancton qui permet de... Voilà, qui a créé plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que les baleines, elles sont les maraîchères de l'océan, parce que c'est elles qui fertilisent le phytoplancton, tu vois. Donc... Une chose que les gens ne savent pas trop, c'est que la baleine, quand elle meurt, elle participe à tout un écosystème des grandes profondeurs qui permet la migration et la colonisation des espèces de gros cafards du fond des mers. Et grâce à ça, c'est aussi un biotope qui est très très mal connu. Mais complètement. Et puis elles séquestrent aussi beaucoup de carbone et surtout de leur vivant, elles fertilisent le phytoplancton qui en fait régule le climat encore plus que les forêts. Tu vois ? Et donc, sans les baleines, sans les top prédateurs marins, la machine climatique est complètement détraquée. Tu parles des déjections des baleines Je parle des déjections des baleines qui comportent beaucoup d'azote et de fer et qui est indispensable au phytoplancton. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est les maraîchères. Les maraîchères de l'océan, c'est les baleines. Mais là, ça c'est une dimension très, très biologique et très, presque utilitariste, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire quand on me dit oui, mais un monde sans baleines, qu'est-ce que c'est ? Je réponds un monde sans baleines, en fait, c'est un monde sans nous. Parce que si on les a pas sauvées elles, c'est qu'on n'a pas sauvé l'océan, donc à la limite on le verra pas. Mais je trouve qu'il y a aussi une notion philosophique hyper importante, c'est-à-dire que tu vois bien que ça va mal. On va mal en tant qu'espèce, on n'est pas bien, on est complètement détraqué, on se met sur la gueule, on est bourré d'antidépresseurs, on est complètement perdu. On est une espèce complètement perdue. Et en plus on voit bien que c'est même pas proportionnel au niveau de vie. Regarde en France. On fait partie des pays les plus riches du monde, on est dans le top des antidépresseurs. On n'est plus le leader mondial, je crois, mais on est quand même dans le peloton de tête. Donc tu vois bien qu'en fait, il y a un truc qui s'est perdu. Et moi, je pense qu'en fait, c'est cette déconnexion justement au vivant, le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète ? En fait, on détruit notre propre famille. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui a de sens, en fait.